Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le chapitre sur les statistiques inférentielles. Alors, qu'est-ce que c'est que les statistiques inférentielles? Quel va être le principe? Ici, on va chercher à estimer un paramètre pour une population donnée à partir de l'échantillon de cette dernière. Pour cela, ça va se baser sur le calcul de la moyenne et de la variance de l'échantillon, chose qu'on a déjà vu quand on a fait justement les statistiques descriptives. Et on va utiliser le théorème central limite qu'on a vu dans le cours de probabilité, donc avec les variables aléatoires continues, pour donner un encadrement du paramètre en précisant le risque d'erreur, la probabilité de se tromper. Et dans la suite, toutes les variables aléatoires qu'on va considérer vont être définies sur un même ensemble oméga, dans l'espace probabilisé, comme on a vu aussi dans le cours de probabilité. Alors, échantillonnage et estimation pour commencer. Donc commençons par voir ce qu'on appelle de l'échantillonnage, même si nous on va plus se concentrer sur l'estimation, mais ça peut être plus simple de d'abord voir ce que c'est que l'échantillonnage pour après passer à l'estimation. Quel est le principe? On se donne ici une certaine variable aléatoire qu'on va appeler grand X, et on connaît sa loi, et ce qu'on va vouloir savoir, c'est se poser la question comment vont se comporter n copies indépendantes de grand X. Donc je connais grand X, je me pose la question, si je répète n fois une expérience qui aura la même chose, qui aura la même loi que grand X, qu'est-ce que ça peut me donner? C'est ça le genre de choses que je vais essayer d'étudier ici. Donc définition, si X est une variable aléatoire, on l'appelle échantillon de X, d'où le nom d'échantillonnage, de taille grand N, une famille de n variables aléatoires notées grand X1, grand Xn, qu'on va supposer indépendantes et ayant la même loi que X. Donc ça va être des copies de X dans le sens où elles ont la même loi et elles sont toutes indépendantes. Une statistique, autre élément de vocabulaire, est alors une fonction de ces n variables x1, xn. Donc construire une statistique, c'est construire une fonction qui va dépendre de mes n variables ici, x1 et xn. Définition, première statistique usuelle qu'on utilise beaucoup, ce qu'on appelle la moyenne empirique. Moyenne empirique notée xn bar, et c'est la statistique qui est définie par, je fais la moyenne de mes n variables. Autrement dit, 1 sur petit n, somme de mes n variables, donc somme pour y allant de 1 à n de xi. Si on suppose que x admet une espérance ou une moyenne, petit m, alors ce qui se passe, c'est que l'espérance de la moyenne empirique vaut la moyenne de mon expérience de départ, de ma variable de départ, grand X. La loi des grands nombres nous dit aussi que la moyenne empirique va converger, presque sûrement, on ne l'a pas vraiment vu, mais pour être rigoureux, il faut que je vous dise ça, presque sûrement, vers la moyenne petit m. Autrement dit, quand je vais avoir un comportement en temps long, en quelque sorte, xn bar, cette moyenne empirique, elle va converger vers la moyenne m de mon expérience. Si xn met une variance sigma carré, alors je vais voir que la variance de ma moyenne empirique xn bar vaut sigma carré sur n. Donc ça, je l'obtiens par indépendance de mes variables aléatoires. Et enfin, d'après le théorème central limite, on va pouvoir approcher xn bar par une variable aléatoire suivant une loi normale d'espérance petit m et de variance sigma carré sur petit n si n est suffisamment grand. Donc tout ça, ce sont des rappels de choses qu'on a vues dans les cours précédents où on a vu la loi des grands nombres, théorème central limite et aussi des cours sur les lois normales, etc. En pratique, on va estimer que cette approximation va être bonne si n est supérieur ou égal à 30. Donc dès qu'on aura plus de 30 données, on va pouvoir approcher une moyenne par sa moyenne empirique. Définition, on va maintenant s'intéresser à la variance. Donc on va appeler variance empirique, qu'on a dans un premier temps S tilde carré, la statistique définie par ce qu'on a ici. Ça correspond à quoi? Si vous prenez la définition de la variance et vous remplacez la définition de la variance pour une série statistique classique, vous remplacez m qu'on va souvent avoir inconnu par la moyenne empirique xn bar qui, on l'a vu juste avant, permet de bien approcher la moyenne empirique, la moyenne de l'expérience. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? C'est que l'espérance de cette variance empirique, elle va valoir n-1 sur n fois la variance de mon expérience. Du coup, ça, on n'est pas très satisfait. On aimerait bien qu'en moyenne, la variance empirique qu'on va considérer, qu'en moyenne, elle vaille la variance de mon expérience pour pouvoir justement faire des approximations. Et c'est pour cela que ce qu'on va considérer, c'est ce qui vient après, ce qu'on appelle la variance empirique corrigée, que je notais S carré, donc on retire le tilde, en gros c'est celle-là qu'on va utiliser. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre on va prendre la définition d'avant, et l'autre faire 1 sur n, on va faire 1 sur n-1. Ce qui va revenir à prendre 1 n sur n-1 fois la variance empirique non corrigée. En faisant ça, c'est quoi l'avantage? C'est que je vais corriger le facteur n-1 sur n qui est ici, et je vais obtenir que l'espérance de ma variance empirique corrigée vaut bien la variance de mon expérience. Donc c'est ça qu'on va vouloir ici. Maintenant, on va passer à l'estimation. Pour le moment, tout ça doit vous paraître très abstrait. Vous en faites pas, on va faire des exemples pour essayer de bien voir tout ça. Mais il faut passer par ces choses un peu abstraites, par ces définitions, pour pouvoir après bien pouvoir faire la suite dans de bonnes conditions. L'estimation, c'est ce qui va plus nous intéresser ici. Quel est le principe? On a ici une problématique qui est inverse de celle de l'échantillonnage, qui est celle qui va se reproduire le plus souvent dans la vie courante. C'est-à-dire,
J'ai x1, xn, donc j'ai noté en petit x1, petit xn, ce ne sont pas des variables aléatoires, mais ce sont n observations d'un même critère, qu'on appelle souvent θ, dans une population donnée. Autrement dit, je vais faire un sondage, on peut voir ça comme ça, et je vais regarder les n résultats, enfin n réponses de mon sondage, on va poser une question à n personnes. Et la question que je vais me poser, c'est, donc le sondage que j'ai fait, il portait sur un critère θ. Et la question que je vais me poser, c'est est-ce que grâce à ces n observations, je vais pouvoir avoir des informations précises sur ce θ. Donc on a vu avec les stats descriptifs qu'on pouvait calculer juste l'espérance, pardon pas l'espérance, mais la moyenne et la variance de cet échantillon, on pouvait faire des graphiques, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut faire des calculs un peu plus précis? C'est l'objet de ce chapitre et des statistiques inférentielles. Donc ce qu'on va considérer ici, c'est que x1, xn, en petit, donc petit x1, petit xn, vont être des réalisations de n copies indépendantes grand x1, grand xn d'une même variable aléatoire grand x. On se ramener un petit peu au cas de l'échantillonnage qu'on a vu avant. Et en pratique, le paramètre θ à estimer va être souvent la moyenne ou la variance de grand x ici. Donc nous, ce qu'on va souvent utiliser en pratique, ça va être la moyenne empirique ou la variance empirique corrigée. Donc exemple, pour estimer une moyenne, on va, ce que je viens de vous dire ici, assez naturellement utiliser x bar, c'est 1 sur n, somme y allant de 1 à n de xi, donc c'est la moyenne de mon échantillon. Et ça c'est quoi? C'est la réalisation de la moyenne empirique qu'on a vue dans la partie précédente. La question qu'on va se poser, c'est la suivante. Si je prends un autre échantillon de la population, la valeur que je vais obtenir ici pour x bar, ça ne sera plus la même, forcément. Si mon sondage, si je pose ma même question à n autres personnes, j'aurai très probablement n réponses différentes des n précédentes, et du coup, la moyenne que je vais obtenir va changer. Et donc, prendre juste la moyenne, comme on faisait quand on faisait des statistiques descriptives, ça va pas être assez précis. Et donc, comment on va combler ce problème? C'est en commençant par faire des intervalles de confiance. Donc, regardons ce que c'est qu'un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance, de niveau de confiance alpha, donc entre 0 et 1, ça va être une proba. Pour le paramètre θ, ça va être un intervalle qu'on note ici comme intervalle de confiance. Indice alpha pour avoir en tête le niveau de confiance que l'on souhaite. On peut mettre θ entre parenthèses pour bien voir qu'il dépend de θ. Qui va vérifier proba de θ appartient ici à alpha égale alpha. Autrement dit, ce que je veux, c'est trouver un intervalle tel que mon paramètre se trouve dans cet intervalle avec une proba de alpha. Donc on va avoir tendance à prendre un alpha plutôt grand pour avoir quelque chose de par là. Alors plus alpha va être grand et plus l'intervalle sera grand, donc attention, si on prend alpha trop grand, dans ce qui peut se trouver, il peut arriver qu'on ait un intervalle qui soit lui-même beaucoup trop grand et qui soit juste pas du tout utilisable en pratique. Et pour trouver ces intervalles, on va très souvent utiliser le théorème central limite. Dans un cas particulier, on n'aura pas besoin, mais dans beaucoup de cas, c'est le théorème central limite qui va nous permettre de trouver ce genre d'intervalle de confiance. Alors commençons par le cas le plus simple, qui est l'estimation d'une moyenne dans le cas où la variance est connue. Alors c'est le cas le plus simple, mais c'est malheureusement le cas le moins fréquent en pratique. Mais on commence par celui-ci parce qu'il permet de bien cadrer les choses et bien comprendre ce qui va se passer. Quand on aura compris ça, le reste, ça sera vraiment des petites adaptations de ce cas qui est ici, qui est le plus facile à comprendre. Alors, quelle est la situation? On donne une variable aléatoire à grand X, dont on connaît la variance sigma carré, et on cherche la moyenne petit m. Donc là, on connaît la variance, et on va chercher la moyenne petit m de ma variable aléatoire. On cherche à estimer une moyenne, mais on va donc ici assez naturellement considérer la moyenne empirique. On l'a déjà dit avant, et bon, quand on cherche une moyenne, on prend la moyenne empirique, c'est assez cohérent, et heureusement, du coup, c'est ce qui se passe en pratique. Quel est le principe de trouver un intervalle de confiance? C'est qu'on va chercher un petit a tel que la proba que valeur absolue de xn bar moins m inférieure ou égale à petit a soit égale à alpha pour un certain alpha fixé. Qu'est-ce que ça me donne ce genre de choses? Va dire que valeur absolue de xn bar moins m inférieure ou égale à a, ça veut dire que xn bar moins m compris entre moins a et a. Et ce qui va m'intéresser ici, moi, c'est trouver la valeur petit m. Et du coup, je vais dire que m, je vais pouvoir l'encadrer entre xn bar moins a et xn bar plus a. Xn bar, je le trouverai, on va le voir un petit peu après, je vous le dis maintenant, en faisant la moyenne de mon échantillon. A, c'est ce que je cherche, et petit m, ce que je cherche aussi. Donc maintenant, la question, donc je vais avoir un intervalle de confiance, enfin, j'aurai un intervalle de m, grâce à xn bar que je vais pouvoir calculer, et maintenant la question, c'est comment trouver ce petit a. Si on sait comment trouver ce petit a, on aura tout trouvé. Ce que je vous disais juste avant, on aura ainsi donc la moyenne qui sera entre x bar moins a et x bar plus a avec une probabilité de alpha. Comment trouver ce petit a? On commence par supposer que x suit une loi normale. Pour pouvoir faire les calculs, on verra ce qui se passe quand x ne suit pas une loi normale. Par stabilité de la loi normale, qu'on a déjà vu ensemble, on sait que la statistique considérée ici, que je vais appeler grand N, qui vaut, je prends la moyenne empirique, donc c'est la somme de mes lois normales divisée par n, du coup ça reste une loi normale. Je fais moins m pour la centrer, et je vais diviser par sigma multiplié par AC de n pour la réduire. Donc le grand N qui est ici, c'est une loi normale centrée et réduite.
Ce qui va se passer, c'est que moi, pour trouver petit a, du coup, je pars de ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que proba de valeur absolue de xn bar moins m inférieur ou égal à a égale alpha. Ce xn bar moins m, je ne connais pas sa loi, donc je ne peux pas faire de calcul. Par contre, si je centre que je réduis, que je me ramène à grand N suivant une loi normale centrée réduite, je sais faire des calculs avec. Du coup, ce que je vais faire à l'étape d'après. Donc je veux dire que ça, c'est équivalent à dire que pour passer donc de xn bar moins m à grand N, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je divise par sigma et que je multiplie par racine de n. Ça, je vais le faire à gauche et à droite. À droite, j'obtiens ainsi a racine de n sur sigma, et à gauche, j'obtiens ainsi valeur absolue de grand N. Pourquoi valeur absolue? Parce que là, j'avais une valeur absolue. Ensuite, je vais poursuivre. Comme j'ai ici grand N qui est une loi normale centrée réduite, formule de cours qu'on a déjà vue sur la loi normale, pas cette année, mais pas dans ce chapitre, mais précédemment, c'est que 2 phi de a racine de n sur sigma moins 1 égale alpha. Je vous laisse voir vos cours sur la loi normale et vous verrez qu'on avait cette formule qui retombait assez facilement. Ou phi, c'est quoi? C'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Et du coup, ce que je veux obtenir, je vais isoler. Quand je vais isoler, je vais faire plus 1 de l'autre côté, ça me fait 1 plus alpha, je vais diviser par 2 et je vais obtenir que a racine de n sur sigma vaut l'image réciproque par phi de 1 plus alpha sur 2. On verra ça après. On va isoler notre a et on trouve donc petit a égale sigma sur racine de n fois ce fameux phi moins 1 de 1 plus alpha sur 2. Ou phi, dont je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Et donc, ce phi moins 1 de 1 plus alpha sur 2, on va le trouver en lisant la table de la loi normale. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais remplacer xn bar par petit x bar, c'est-à-dire la moyenne des observations. On va trouver ainsi un intervalle de confiance qu'on va appeler bilatère. Bilatère, ça veut dire qu'on va encadrer des deux côtés le paramètre petit m. Donc, de m, de niveau de confiance alpha, il va être donné par ce qui est ici, x bar moins a, x bar plus a, c'est-à-dire x bar moins sigma sur racine de n phi moins 1 de 1 plus alpha sur 2, et x bar plus sigma sur racine de n phi moins 1 de 1 plus alpha sur 2. Comment on va trouver ce phi moins 1 de 1 plus alpha sur 2? Ça va être en lisant la table de la loi normale. Je vous avais appelé ça, j'avais dit en lisant à l'envers pour pouvoir lire dans l'autre sens. Donc en gros, on va chercher la valeur qu'on va appeler ici t alpha, qui va se trouver dans la table de la loi normale, en se posant la question justement pour quelle valeur de t alpha j'obtiens la proba qui m'intéresse alpha. En pratique, on va souvent utiliser alpha vaut 0,95 ou 0,99. On aura dans ce cas-là t alpha vaut 1,96 ou t alpha 2,58. Ce sont des valeurs assez courantes, assez classiques, donc c'est bien de les avoir en tête. Rien de mieux qu'un exemple pour avoir enfin un peu de concret. Donc je vous propose de faire cet exemple dans une vidéo qui s'appellera exemple 1 pour enfin mettre en pratique et mettre un peu de concret dans ce qu'on a vu jusque-là qui était, je vous l'admets, assez théorique et assez abstrait. Donc voilà, exemple 1, on verra comment on trouve cet intervalle de confiance ici. Question qu'on peut se poser, là on a supposé pour faire les calculs que x suivait une loi normale. Si x ne suit pas une loi normale, qu'est-ce qui se passe? Si le nombre d'observations n est suffisamment grand, c'est n plus grand que 30, on l'a déjà vu précédemment dans le chapitre, on va pouvoir dire que la même variable que j'avais ici, je vais pouvoir l'approcher par une loi normale centrée réduite grâce au théorème central limite. Donc je vous l'ai dit, dans ce cas-là, on obtiendra le même intervalle de confiance que dans le cas précédent. En pratique, il suffira d'avoir n plus grand que 30 pour faire ce genre de choses. Alors, comment on fait maintenant pour estimer une moyenne lorsque la variance est inconnue? Ça va être un cas beaucoup plus grand que le cas précédent. Ce qui va se passer, c'est que là, je suppose, dans un premier temps, que j'ai une loi normale de paramètre m sigma carré. Je cherche m, mais je ne connais pas sigma. Ce qui va se passer, c'est que comme je ne connais pas sigma, je vais remplacer par s, ou c'est quoi s? Je vous rappelle, c'est la variance empirique, enfin s carré, c'est la variance empirique corrigée qu'on a vue au tout début de ce cours. Ce qu'on va obtenir alors, c'est que n va s'écrire sous la forme racine de n, xn bar moins m sur s. Alors dans ce cas-là, n ne suit plus vraiment une loi normale, il suit ce qu'on appelle une loi de student, à n-1 degré de liberté. Où n c'est quoi? C'est le nombre d'observations que j'ai. Donc je vais avoir dans ce cas-là une loi de student à n-1 degré de liberté. Ce qui fait que l'intervalle de confiance, il va être de la même forme, sauf que au lieu d'avoir sigma, je vais avoir petit s, la réalisation de ma variance empirique corrigée, et mon t alpha, je ne vais pas le lire sur une table de la loi normale, mais sur une table de la loi de student, à n-1 degré de liberté. Donc c'est ce que je vous dis à cet endroit-là. Ce petit s, comment on va le calculer? En fait, il vaut ce qu'on a ici, et surtout en pratique, pour calculer petit s, on va trouver que s carré, c'est n sur n-1 fois sigma e carré, où sigma e carré, c'est la variance de mon échantillon. Donc en pratique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer la variance de votre échantillon, comme on a appris à le faire quand on a fait des stats descriptives. Vous allez multiplier par n sur n-1 pour trouver s carré. Et si vous voulez s, prenez la racine carrée de tout ça, ce qui va vous donner racine carrée de n sur n-1 fois l'écart type de notre échantillon. Et là, j'ai une petite coquille qui vient de voir, j'écris au sigma e la variance de notre échantillon, faux. Sigma e, c'est l'écart type de l'échantillon, et sigma e carré, c'est la variance de l'échantillon. Donc il y a une petite coquille que je vous laisserai corriger.
Si n est plus grand que 30, on va pouvoir approcher la loi de Student par une loi normale centrée réduite. Et donc, dans le cas où n est plus grand que 30, le t alpha, au lieu de le lire dans la table de la loi de Student, on va pouvoir le lire dans la table de la loi normale, comme on l'aurait fait dans le cas où on connaissait la variance. Donc exemple, rien de mieux qu'un exemple pour comprendre, ce sera exemple 2. On prend les mêmes données que dans le cas précédent et on va trouver un autre intervalle de confiance quand on suppose que la variance n'est pas connue. Dernier cas, estimation d'une proportion. La situation est la suivante. Je veux observer la proportion P d'un certain caractère dans une population de taille n plus grande que 30. Donc là, il faut que je suppose que j'ai plus de 30 données dès le départ. Pour chaque personne i, qu'est-ce qu'on va considérer alors? Xi qui vaut 1 si la personne i présente le caractère qui m'intéresse et 0 sinon. Si vous vous souvenez bien de vos cours de proba, on se souvient alors que xi c'est une loi de Bernoulli de paramètre petit p. Et ce qu'il y a de particulier cette loi de Bernoulli, c'est que l'espérance elle vaut petit p et la variance elle vaut p fois 1 moins p. Autrement dit, l'espérance et la variance dépendent du même paramètre petit p qu'on cherche à estimer ici. Ce qu'on va se considérer comme statistique dans ce cas-là, ça va être racine de n, xn bar moins haute petite coquille, veuillez m'excuser, pas moins m et moins petit p, ici ce qu'on cherche c'est petit p, donc là ma moyenne elle vaut petit p, et au lieu de mettre divisé par la variance, enfin par l'écart type, on va avoir par, justement comme la variance vaut p1 moins p, je vais estimer p1 moins p par xn bar 1 moins xn bar, et comme moi je veux l'écart type, je vais prendre la racine de ce qu'on a ici. Lorsqu'on va faire ce genre de choses, l'intervalle de confiance va être alors de cette forme-là, donc par rapport au cas où on avait la moyenne et la variance connue, ce qui se passe, c'est que je remplace ma variance qui, ici, n'est pas connue, par l'équivalent, par ce qui approche ma variance, c'est-à-dire la valeur qui est donnée ici. Où T alpha va se lire, encore une fois, sur une table de la loi normale centrée et réduite. Exemple pour comprendre comment ça fonctionne, ce sera l'exemple 3, et je ne vous en dis pas plus, on verra sur un exemple comment ça fonctionne. Alors, dernière partie de ce cours, qui n'est pas vraiment au programme, mais c'est pour aller un peu plus loin, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on appelle des tests d'hypothèse. On va vraiment juste voir le b.a-ba des tests d'hypothèse, voir juste le début de ce que c'est qu'un test d'hypothèse. Quel est le principe? Ici, on va tester si un paramètre, une population, est plus grand ou plus petit ou égal à une certaine valeur fixée. On appelle ça des tests paramétriques. On va utiliser les mêmes outils que pour les intervalles de confiance, mais la démarche va être différente et elle est pour le coup assez particulière, la démarche des tests d'hypothèse. Donc, quelle est la démarche? On va tester une certaine hypothèse qu'on va appeler H0, qu'on appelle hypothèse nulle, et on va la tester contre une hypothèse alternative H1. On va choisir entre rejeter H0 avec un risque d'erreur de alpha, ou ne pas rejeter H0. Donc, première chose particulière, c'est qu'en vrai, si on est vraiment rigoureux, on ne pourra jamais dire qu'on accepte H0. Soit on le rejette avec un risque d'erreur de alpha, soit on ne peut pas le rejeter avec ce même risque d'erreur de alpha. Donc c'est la remarque que je viens de vous faire, c'est ce qui est ici. Donc si on est vraiment totalement rigoureux, on ne dira jamais qu'on accepte H0. On dira plutôt que, on ne dira jamais si on est vraiment rigoureux qu'on peut accepter H1 ou parce qu'on pourra juste dire qu'on peut rejeter H0. Mais par abus de langage, parfois ce qui arrive, et ce qui arrive très souvent au final quand on va appliquer le genre de raisonnement qu'on va voir ici, par abus de langage, et retenez bien que c'est un abus de langage, il arrivera qu'on dise qu'on accepte H1 avec un risque d'erreur de alpha, au lieu de dire qu'on a rejeté H0. En vrai, quand on rejette H0, ça ne veut pas forcément dire que l'on accepte H1. Il faut faire attention à ça. Alors, la démarche pour effectuer un test paramétrique va être la suivante. On va avoir 5 étapes. Première étape, on va noter H0 l'hypothèse nulle et H1 l'hypothèse alternative. Donc en général, H0 sera de la forme soit θ égale θ0, on va faire un test paramétrique, et H1 il va avoir 3 formes particulières, enfin 3 formes différentes en fonction de ce qu'on veut. Si on veut juste montrer que θ est différent de θ0, on va prendre justement H1 θ différent de θ0. Si on veut montrer qu'il est plus petit que ce qu'on pense, on va mettre θ plus petit que θ0, et si on veut montrer qu'il est plus grand que ce qu'on pense, on va mettre θ plus grand que θ0. Donc ça dépend de ce qu'on veut montrer, la forme de H1. Étape 2, on va fixer alpha, qui va être notre risque d'erreur, risque de première espèce, qui est la proba de rejeter H0, sachant que H0 est vrai. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que toute la suite, tous les calculs que je vais faire, je vais les faire en supposant que H0 est vrai. Autrement dit, je vais les faire en supposant que mon θ vaut le paramètre θ0 que je veux tester. On va construire une statistique T, donc je vous rappelle une statistique, c'est une variable qui dépend de mon échantillon, donc de x1, xn, et cette statistique T, il faudra que je connaisse sa loi sous H0, c'est-à-dire quand je suppose H0 vrai, il faudra que je sache quelle est la loi de cette statistique grand T. On va déterminer ce qu'on appelle une zone de rejet, R alpha, en utilisant les mêmes idées que pour les intervalles de confiance, et la forme de la zone de rejet va dépendre de H1.
Si jamais H1 était de la forme θ différente de θ0, je vais avoir ma zone de rejet sous la forme moins l'infini alpha union b alpha plus l'infini. Si jamais mon H1 était de la forme θ plus petit que θ0, ma zone de rejet va être de la forme moins l'infini alpha. Ou si jamais H1 est de la forme θ plus grand que θ0, ma zone de rejet va être de la forme un certain b alpha jusqu'à plus l'infini. Dernière étape, on calcule la réalisation petit t de la statistique grand T avec les observations de mon échantillon, de mon expérience x1, xn. Si t est dans ma zone de rejet, alors je vais rejeter H0 avec un risque alpha, et sinon on ne rejette pas H0. Un exemple pour voir comment ça fonctionne, donc on va faire une vidéo pour voir, ou bien faisons-le en direct pour le coup ici. Alors, on suppose que le temps d'une certaine opération de maintenance préventive, grand X, une loi normale de moyenne m égale 19 minutes. On modifie la fiche de maintenance en espérant diminuer ce temps. Donc on espère ne pas affecter la qualité, bien entendu, de l'opération de maintenance quand on va diminuer ce temps. Suite à cette modification, on va noter le temps de 8 interventions au hasard qui ont eu lieu après ça, et on obtient les temps qui sont ici, 15, 14, 21, 12, 17, 12, 19 et 18. Et la question que l'on se pose, est-ce que la modification a vraiment réduit le temps de l'opération? Alors, première étape, on va prendre l'hypothèse nulle H0 qui est m égale 19, c'est-à-dire m égale 19, c'est la situation que j'ai au départ. Et comme moi je veux essayer de voir est-ce que le temps a diminué, mon hypothèse alternative elle va être H1, m inférieur, strictement inférieur à 19. Je teste si le temps a diminué et donc s'il est inférieur à 19. On va choisir un risque alpha ici qui vaut 0,05, c'est le plus standard. Hein. Le risque, on peut pas trop le... Enfin, il y a rien qui nous permet de dire à l'avance comment le choisir. Et puis justement, si on est rigoureux, on choisit le risque alpha à ce moment-là. Je vais vous expliquer après pourquoi. Les risques standards sont 0,05, 0,01, à la rigueur 0,1. Si on prend d'autres valeurs, ça n'a plus trop de sens. Enfin, si on prend alpha plus grand que 0,1, le test qu'on fait perd vraiment beaucoup en sens, a priori. On va prendre pour statistique, là comme je vais tester une moyenne, ma statistique ça va être, je prends ma moyenne empirique, mais je la centre et je la réduis pour pouvoir en dire quelque chose sur sa loi. Alors attention, je prends du coup xn bar moins la moyenne. Comme je ne connais pas la variance, je divise par s, ma variance empirique corrigée dont j'ai pris la racine carrée, et je multiplie par racine de n. Je sais que si je suppose H0 vrai, T c'est une loi de Student à n-1 degré de liberté, comme ici j'avais 8 données, moins n-1 il vaut 7, j'ai donc 7 degrés de liberté. On va chercher la zone de rejet et on trouve pour zone de rejet R alpha égale moins l'infini, moins 1,895. Comment ça marche? Moi, je veux trouver une valeur qui soit telle que P de T inférieur à cette valeur, je soit égal à 0,05. Comment je vais faire pour trouver ça? On va prendre la table de la loi de Student, ça va nous permettre de l'étudier, de la voir ensemble. Elle est ici. Donc cette table de la loi de Student, comment elle fonctionne? Regardons. On vous donne ici, c'est écrit valeur de grand T et la probabilité petit p de dépasser en valeur absolue. Et quand on vous donne ici le schéma, on voit que la densité de la loi de Student, elle est centrée en 0 et symétrique. Et on voit surtout que là, on met P sur 2, P sur 2. Qu'est-ce que ça signifie? Justement, nous, ce qu'on vous donne, c'est les probas d'être supérieur à P en valeur absolue. Autrement dit, après P sur 2 à droite ou avant P sur 2 à gauche. Ici, nous, on est dans le cas où on a une loi de Student à 7 degrés de liberté. Du coup, il faut lire la ligne qui est ici. Je regarde la ligne qui est ici. Attention, si on va un peu trop vite, on pourrait dire je vais aller à 0,05, qui est la proba qui m'intéresse. Mais non, attention, moi ce que je veux, c'est proba de t inférieur à un certain t alpha égale 0,05. Je ne veux pas de valeur absolue de t supérieure. Du coup, pour s'en sortir, ce qu'il faut regarder, c'est, moi je veux juste être de ce côté-là, je ne veux pas l'autre moitié. Donc en fait, je veux juste avoir p sur 2 qui soit égal à 0,05. Si p sur 2 vaut 0,05, c'est que p vaut 0,1. Et du coup, quand je fais la ligne ici correspond à degré de liberté 7 et que je vois 0,1 pour avoir ici 0,05 à gauche, et je vous rappelle ici j'ai 0,10 au complet parce que j'ai P sur 2 ici, P sur 2 ici, du coup ça me donne une valeur de 1,895. Si je reviens du coup ici à mon cours, on voit que c'est ce qu'on avait trouvé, moins 1,895 parce qu'on était du côté négatif, vu qu'on a un alpha qui est inférieur à 0,5. Donc on va pour le risque d'erreur. Une fois qu'on a une zone de rejet, on va calculer, donc avec nos données, comment on va remplacer, on trouve une moyenne de 16, une moyenne de mon échantillon de 16. Quand on va calculer l'espérance, pas l'espérance, pardon, l'écart type corrigé, on va trouver 3,29. Je vous laisse faire le calcul, vous calculez l'écart type de l'échantillon. Une fois que vous avez fait cela, vous prenez, vous le multipliez par, comme on avait avant, racine de n sur n-1 et vous trouvez 3,29. On va trouver un t de moins 2,58. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce moins 2,58, si on regarde, c'est dans la zone de rejet R alpha. Du coup, on va pouvoir rejeter H0 avec un risque d'erreur de 0,05.
Et là, on va faire l'abus de langage que je vous avais dit, qui n'est pas très heureux de faire, mais qu'on fait souvent en pratique, c'est-à-dire, on va estimer, avec un risque d'erreur de 0,05, que la modification a été utile, vu qu'on a rejeté H0, et qu'elle a permis de réduire le temps de réalisation de cette opération de maintenance préventive. Donc, a priori, notre modification a eu un intérêt. Attention, pourquoi faut bien, pour être vraiment, par contre, honnête, il faut choisir le risque à l'étape 2 avant et pas après. Si vous calculez T au préalable, vous pouvez très bien choisir le risque qui vous intéresse, qui vous arrange pour dire ce que vous voulez dire. C'est pour ça que pour être honnête, on définit d'abord le risque et après on fait ce genre de choses. Alors ça vous paraît bien abstrait, je ne fais pas de vidéo d'exemple pour ça parce que je n'aurai pas forcément le temps de détailler un peu plus en amphi. Néanmoins, on fera quelques exemples ensemble en TD. Donc voilà qui termine ici ce chapitre, ce cours sur les statistiques inférentielles.